Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo autour d'un thème très important, pour ne pas dire le terme le plus important des mathématiques au lycée à partir de la première. Donc là, ce chapitre s'indexe pour les premières spécialités maths et un petit rappel pour les terminales ne fera pas de mal non plus. Nous allons nous retrouver donc ici autour du thème des fonctions et plus précisément de la dérivation. Certains de vos enseignants appelleront ça peut-être la dérivation locale. Alors, nous allons voir ici d'où vient la notion de dérivation, de nombre dérivé plus précisément, et voir comment est-ce qu'elle est construite. Historiquement, Newton a voulu étudier les mouvements en physique et a amené cet outil qui a permis, dans la notion qu'on appelle de calcul différentiel, d'étudier les mouvements au travers de position, vitesse, accélération. Mais là, je m'égare, nous allons faire de la physique et ce n'est pas l'objet. Donc revenons aux mathématiques et je vous invite culturellement à regarder un petit peu ces choses-là. Je vous mets en description d'ailleurs dans la vidéo une petite référence là-dessus pour ceux qui seraient curieux et intéressés. Donc revenons à ça et présentons un petit peu le contexte dans lequel nous mettons. Nous avons ici en bleu, donc là, une courbe d'une fonction f qui est parfaitement définie sur l'intervalle sur lequel on l'étudie. Donc déjà première nécessité, la fonction doit être définie pour pouvoir faire de la dérivation concernant cette fonction. Puis sur cette fonction, nous plaçons deux points A et B dans un premier temps quelconque. C'est-à-dire qu'on prend un point A de coordonnées A et f de A nécessairement dans la mesure où A est sur la fonction f, eh bien un point qui est sur une fonction a toujours pour coordonnées x, f de x. Donc l'abscisse du point A étant petit a, son ordonnée est donc, hop, je lis l'image, f de A. Puis un point B qui a pour abscisse x et donc pour ordonnée f de x. Et par ces deux points, il y passe forcément une droite, car une droite est parfaitement définie par deux points distincts. Donc, cette droite qui est tracée en vert a, comme toutes les droites qui ne sont pas verticales, un coefficient directeur. Donc, cette droite, qui est de la forme y égale mx plus p, a ses éléments caractéristiques qui sont m, le coefficient directeur ou la pente, et p, l'ordonnée à l'origine. Donc p, c'est la valeur qu'on lirait ici. P ne nous intéresse pas à ce moment. Par contre, le coefficient directeur, lui, ça va être la clé de voûte du départ de votre chapitre. Donc, regardons et apportons toute notre attention à M. Que vaut M? On sait que M est égal à YB moins YK divisé par XB moins XA. Ceux qui auraient pu le noter, les delta Y divisé par les delta X. Delta, évidemment, n'a rien à voir avec le discriminant du second degré. Donc là, nous allons remplacer les Y par ce qu'ils valent et les X par ce qu'ils valent. YB, c'est f de X. YK, c'est f de A. Divisé par bien x moins a. Et voilà l'expression du coefficient directeur de la droite passant par deux points distincts de la fonction f, qui est f de x moins f de a sur x moins a. Alors, on va regarder maintenant comment s'écrit ce coefficient directeur si on venait à appeler la distance entre les deux abscisses, si nous l'appelions h. Alors là, l'objet va être de vous amener les notions que vous avez a priori dans votre cours, mais sachez que nous pourrions très bien travailler avec ça, et d'ailleurs que c'est avec ça que vous travaillerez plus tard. Mais revenons à ce que demande le programme et il vous l'amène avec la distance entre a et x qui vaut h. Ce qui signifie que, eh bien, x, que vaut-il? Il vaut a plus h. Donc, on va pouvoir remplacer dans ce coefficient directeur x par a plus h. Ce qui donne f de
A plus H moins f de A divisé par, et que vaut x moins A? Eh bien, ça vaut A plus H moins A, ça vaut donc H. Donc, ce coefficient directeur, toujours de la droite en vert, vaut soit f de x moins f de A sur x moins A, ou alors, si on appelle H la distance entre les deux abscisses des points, f de A plus H moins f de A sur H. Mettons un nouveau nom à ce coefficient directeur qui, pour la fonction en bleu, représente le taux d'accroissement de f entre A et A plus H, ou entre A et X pour le premier. Cette notion de taux d'accroissement va vous occuper un petit moment sur le début de chapitre de la dérivation. Donc maintenant, nous avons par exemple la possibilité de venir analyser entre les deux points A et B que si ce nombre-là, donc le taux d'accroissement, est positif, c'est que entre A et B, la fonction monte, mais monte globalement. Un petit peu comme un lien entre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée qui est ce que l'on va chercher à déterminer. Là, nous avons un peu une vitesse moyenne, c'est-à-dire que je sais que je suis allé d'un point A à un point B en tant de temps et donc ma vitesse moyenne est de tant de km/h. Mais ça ne me dit pas à mon compteur combien je vois lorsque je suis en train de rouler. C'est ce qu'on va chercher à faire. Donc, n'importe quelle fonction qui passerait par ces deux points et qui ferait des variations comme celle-ci aurait le même coefficient directeur entre ces deux points. Mais on commence déjà à sentir un premier truc quand même là, qui est que si on a un coefficient directeur qui est positif, c'est que la fonction semble croissante entre A et B, en tout cas globalement. Bon, ben maintenant, essayons de passer de global en local, en croissance instantanée. Donc revenons un peu à cette notion de vitesse pour essayer de comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire que j'ai ma vitesse moyenne et je veux savoir à combien je roule à l'instant donné présent, à l'instant t. Ce que l'on fait pour cela, c'est que on prend le point B et on lui demande de glisser le long de la courbe et de se rapprocher du point A. C'est-à-dire que tout bêtement, on demande au point B de tendre vers le point A. Donc, que se passe-t-il si B se rapproche de A? Eh bien, si B se rapproche de A, alors il est clair que x, qui est égal à A plus H, tend vers A. L'abscisse du point B, lorsque B se décale vers A, eh bien l'abscisse du point B se rapproche de l'abscisse du point A. Donc, on a x tend vers A, ce qui correspond à h tend vers 0. Ce qui semble assez logique. Si B se rapproche de A, c'est que la distance entre les deux se rapproche de 0, donc h tend vers 0. On commence un petit peu à adopter cette notion de tendre vers et on voit arriver un point qui a été abordé dans une vidéo précédente qui est la notion de limite, où on utilise la notion de x tend vers, h tend vers. C'est ce que l'on va faire ici. Si ça n'est pas clair pour chacun d'entre vous et que vous n'avez pas vu cette vidéo, que vous n'avez pas bien compris ce thème-là, je vous invite vivement à aller la voir, stoppez ici, regardez la vidéo précédente, puis revenez à ce point-là pour mieux comprendre. Allez, on continue. Que se passe-t-il? Que vaut ce coefficient directeur si h tend vers 0 ou si x tend vers a? Tout d'abord, nous voyons cette droite en vert. Lorsque B se rapproche le long de la courbe et tend vers A, la droite en verte se transforme en cette droite en rouge lorsque B et A, entre guillemets, fusionnent. Et cette droite rouge ne passe plus par deux points distincts de la courbe, mais par un seul. Comment s'appelle une droite qui passe par un point unique de cette fonction? On appelle ça une tangente. Souvenez-vous, la tangente à un cercle au collège que vous avez vu par exemple. Donc là, nous allons voir déjà cette petite analyse, c'est que la droite verte
devient la tangente en rouge. Donc, devient la droite rouge que l'on appelle la tangente à la courbe représentative de la fonction f en A. Et là, c'est très important ce que l'on va voir ici. Donc, regardons ce coefficient directeur. On le reprend. Ce coefficient directeur, c'est m, qui est égal à, normalement, f de x moins f de a divisé par x moins a, ou encore f de a plus h moins f de a sur h. Ça, c'est pour la courbe en vert. La courbe en rouge existe, elle a un coefficient directeur qui existe, elle n'est pas verticale, donc c'est qu'on peut le calculer. Que se passe-t-il si on remplace x par a ou h par 0? Si on remplace x par a, on a f de a moins f de a, 0, divisé par a moins a, 0. Là, on est embêté. Si on remplace h par 0, f de a moins f de a, 0, divisé par h qui vaut 0, donc 0, à nouveau 0 sur 0. Vous avez vu dans la vidéo de l'introduction sur les limites qu'on a faite, qu'en fait, on s'en sort très bien. Donc là, en fait, pas de panique. Dès qu'on arrivera à un calcul, vous verrez qu'on aboutit très bien. Mais il faut qu'on trouve un moyen de dire que devient ce coefficient directeur m pour la tangente en A. C'est là qu'intervient cette notion de limite, qui va me dire comment se comporte m lorsque x tend vers a ou lorsque h tend vers 0. Et ça se met dans cette notion de limite. Donc, on pose le problème. Comment se comporte m si x tend vers a ou h tend vers 0? Eh bien, nous allons y répondre par cette notion de limite. On écrit alors lim lorsque x tend vers a de f de x moins f de a divisé par x moins a pour le premier, ou encore lim lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a, tout ça divisé par h. Donc en fait, on a repris les expressions du taux d'accroissement et on lui a demandé comment se comporte le taux d'accroissement si h ou a, donc si h tend vers 0 ou si x tend vers a. On ne peut pas l'écrire puisque je ne peux pas remplacer x par a ou h par 0. Par contre, on peut poser la question de comment se comporte ce quotient-là lorsque x tend vers a ou lorsque h tend vers 0. Eh bien, cette expression, cette limite du taux d'accroissement porte un nom. Et on a appelé ça, on a noté ça, f' de a, que l'on appelle nombre dérivé d'une fonction f en a. Donc là, très important, cette partie-là me définit ce qu'est un nombre dérivé. Et on voit qu'un nombre dérivé, que l'on note f' de a, est égal à la limite d'un taux d'accroissement et correspond à quoi? Au coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative en A. Donc, point crucial ici, nombre dérivé de f en A, noté f' de A, c'est le coef directeur de la tangente
à la courbe représentative de la fonction f en x égale a. Ça, c'est la clé de voûte, c'est la pièce maîtresse de votre début de chapitre sur la dérivation. Donc, nombre dérivé, coefficient directeur de la tangente. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, on retient ce que l'on vient de dire, nombre dérivé que l'on note f' de a qui est le coefficient directeur de la tangente en a, et à quoi il est égal? Il est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Donc, sa notation, sa définition et ce à quoi il correspond. Par exemple, un petit point sur un exemple graphique et on finira là-dessus. Comment est-ce qu'on peut essayer d'interpréter ceci? Si par exemple, on prend une fonction f, on n'a pas son expression, mais on a sa courbe. Donc par exemple, j'ai une fonction qui est comme ça, puis comme ça. Qui, somme toute, peut ressembler, si je continue à tracer les branches, à un polynôme de degré 3. On a deux points particuliers là-dedans. Je ne vais pas demander les nombres dérivés n'importe où. On va venir les regarder ici et ici. Nommons par exemple ces abscisses ici A et ici B. Si je venais à tracer la tangente en A, la tangente en B à la courbe représentative de la fonction, comment serait-elle? On aurait ce que l'on peut appeler une tangente horizontale. Ici, on la trace également et on a également une tangente horizontale. Si une droite est horizontale, quel est son coefficient directeur? Elle ne varie pas, elle est constante. Son coefficient directeur vaut donc 0. Donc ici, sans connaître la fonction, sans avoir son expression, on peut affirmer sans aucun problème que f' de A égale aussi f' de B égale 0. Pourquoi? Parce que le coefficient directeur de la tangente est égal au nombre dérivé. Donc, les nombres dérivés en A et en B valent 0 car il y a une tangente horizontale. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'en début, vous pourrez le justifier. Bon, vidéo vraiment importante là pour vous. J'espère que vous avez compris quand même ce que l'on a fait ici, que ça va vous aider à reprendre ce que vous avez vu en cours avec votre professeur. Donc, je vous invite dans un premier temps, si ce n'est pas évident, à revenir sur les limites que l'on a déjà abordées, puis ensuite à reprendre ça. Et une fois qu'on a compris un petit peu ce principe-là, venir de suite calculer des nombres dérivés pour le mettre en application. On va donc vous proposer une autre vidéo dans laquelle vous aurez des calculs de nombres dérivés pour voir un petit peu comment ça marche, l'utilisation de cette formule que l'on a vue ici, ô combien importante au début de chapitre. Bon, mais j'espère que cela vous a aidé, que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre. Si vous voulez ne pas rater les suivantes, je vous invite à activer la cloche pour vous abonner à notre chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur Internet et également commenter, partager, liker chacun de ces contenus. Et je vous remercie à tous d'avance pour ce soutien et je vous dis à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!